un monde forgé sous l'emprise de la glace. Une solitude blanche où le vent est seul souverain, et les imposants pics de granit défient les nuages. Des rivières, des torrents d'eau glaciale grondent dans les vallées. La toundra s'étend comme une couverture sans fin, et la taïga impénétrable garde les frontières de cet empire naturel. Voici le parc national de Denali, un bastion où la nature se révèle dans sa forme la plus pure et la plus sauvage. Ici, de majestueux caribous traversent la toundra en suivant d'anciennes routes. Le mouflon de dalle défie la gravité sur les plus hautes corniches. Et la marmotte des rocheuses observe de très haut sur le terrain rocheux. Pendant ce temps, le castor modifie le cours des ruisseaux, construisant son empire d'eau et de bois. Le lièvre d'Amérique change de pelage au fil des saisons, un fantôme dans le paysage. Et le cygne trompette annonce son arrivée sur les lacs éphémères de l'été. Au plus profond de la forêt, l'écureuil terrestre arctique se prépare à un long sommeil sous la glace. L'élan, un géant solitaire, pénètre dans les forêts de saules. Et le saumon lutte contre le courant lors d'un dernier voyage vers son lieu de naissance. Mais cet Éden apparemment paisible est en réalité un champ de bataille forgé par la faim et le froid, où la survie est un privilège gagné au prix du sang. De l'ombre de la taïga, le lynx surgit tel un spectre, un chasseur fantôme dont les griffes sont la dernière chose que ressent sa proie. Dans la toundra ouverte, les meutes de loups gris deviennent des hordes coordonnées de chasseurs, prêtes à soumettre l'ensemble de l'écosystème à la loi de leur morsure acérée. Et dans les vallées et les collines, le grand grizzly s'affirme avec une force incroyable, capable de briser les os d'un seul coup. C'est la loi du Denali. Ici, la dictature stricte de la chaîne alimentaire est fermement imposée, et il n'y a pas de place pour la rébellion. Situé au cœur de la chaîne de l'Alaska, le parc national de Denali s'étend sur plus de 24 000 km². Un vaste territoire dominé par le mont McKinley, également connu sous le nom de Denali, le point culminant de toute l'Amérique du Nord. Ce colosse de granit et de glace s'élève à plus de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, un géant qui brise souvent les frontières entre le ciel et la terre. Bien que Denali puisse sembler être un monde froid et blanc, où la glace et la neige dominent jalousement tout l'écosystème, la vérité est que ce territoire isolé au nord de la planète présente plusieurs biomes, chacun d'eux étant une scène pour la faune. Dans les parties inférieures, la taïga, une forêt boréale dense d'épinettes et de trembles, offre un abri, mais cache aussi des embuscades mortelles. Plus haut, la toundra alpine se déploie, une vaste étendue sans arbres fouettée par des vents implacables, où le sol reste gelé pendant la majeure partie de l'année. Et sur les sommets, un monde de roches, de neiges éternelles et de glaciers bleus règne dans un silence absolu. Compte tenu de sa proximité avec le cercle polaire arctique et de sa hauteur imposante, Denali est une terre d'extrême. L'hiver est un siège de 8 mois, avec des températures qui chutent jusqu'à moins 40 degrés Celsius, des vents de plus de 100 km/h et des tempêtes qui effacent l'horizon en quelques minutes. Après la tempête hivernale vient le calme du printemps dans un réveil violent, une période de dégel où les rivières rugissent avec une force renouvelée et où la vie se fraye un chemin à travers la neige qui recule. L'été, en revanche, est une explosion de vie aussi frénétique qu'éphémère. Une course contre la montre sous un soleil qui se couche à peine. Après cela, l'automne apparaît en un clin d'œil, un éclair de couleur sur la toundra, avant que les premières chutes de neige sur les sommets n'annoncent à nouveau l'arrivée de la dictature de l'hiver. Malgré les conditions climatiques difficiles, dans ce théâtre des extrêmes, la vie s'accroche comme une force indomptable. 39 espèces de mammifères, du minuscule pika à l'élan colossal, ont élu domicile dans cet endroit. Plus de 165 espèces d'oiseaux volent dans son ciel, certaines en tant que résidents permanents, d'autres en tant que voyageurs pour un été éphémère. Mais au milieu de cette émeute de vie, un bruit retentissant fait que toutes ces créatures, proies et prédateurs, ressentent la peur dans leur propre chair. Un écho qui glace le sang et annonce l'arrivée de la meute. C'est le son le plus redouté que tout habitant de la région sauvage de Denali puisse entendre.
le hurlement d'une meute affamée. Apparaissant sur la toundra gelée, les loups gris représentent l'image d'une mort douloureuse pour toutes les espèces situées en dessous de leur dominance dans la chaîne alimentaire. Un hurlement, une morsure puissante, et le sang d'une autre proie tache la neige blanche. Agissant comme un groupe de tueurs coordonnés, la force de ces chiens sauvages réside dans la meute. Pesant plus de 40 kilos et doté d'un corps robuste et athlétique, chacun de ces chiens est le fruit de milliers d'années d'adaptation aux températures négatives du Denali. Sa fourrure, teinte dans des tons de blanc, de marron et de gris, est un chef-d'œuvre de la nature. Un double pelage qui défie les températures les plus brutales. Un pelage extérieur composé de poils longs, grossiers et gras, agit comme un coupe-vent qui repousse la neige et l'eau, gardant le chien au sec, tandis qu'un sous-poil incroyablement dense et laineux retient la chaleur corporelle, créant une barrière isolante si efficace que la neige peut rester sur son dos sans fondre. Leurs pattes sont longues et puissantes, se terminant par de larges griffes qui fonctionnent comme des raquettes naturelles, répartissant leur poids pour flotter sur une couverture blanche qui ferait couler d'autres espèces. Un réseau complexe de vaisseaux sanguins dans leur coussinet, un système d'échange de chaleur à contre-courant, maintient juste la bonne température pour éviter les engelures sans irradier la précieuse chaleur corporelle vers le sol glacé. Mais la plus grande arme de ces prédateurs n'est pas leur physique individuel, mais leur comportement social extrême. Composées d'une vingtaine de membres, soumises à une hiérarchie sociale stricte, les meutes de loups constituent une unité solide, avec des liens étroits entre chaque canidé. Dirigée par le couple alpha, un mâle et une femelle unis non seulement par la force mais aussi par l'expérience, la meute opère avec une discipline de fer. Le droit du couple alpha à se reproduire est absolu, mais sa responsabilité est encore plus grande, car le sort de la meute entière dépend de ses décisions. En dessous d'eux se trouvent les bêtas, des loups de haut rang qui sont souvent les prochains dans la lignée du trône et agissent comme lieutenants. Le reste de la meute, composé d'adultes subordonnés et de jeunes de l'année précédente, remplit des rôles spécifiques, apprenant et contribuant à la cohésion du groupe. La vie en meute est la seule stratégie qui garantit le succès dans un pays où les proies sont énormes et peuvent tuer un loup d'un seul coup de pied et où l'échec à la chasse est puni par la famine. Lorsque la faim frappe et que le vent hurle plus fort, le mâle alpha donne le signal. Ce n'est pas un hurlement, mais un changement subtil dans sa posture, un regard intense qui balaie les membres de sa meute. La réponse est immédiate et silencieuse. Les loups se lèvent de leur repos dans la neige dans un mouvement fluide et coordonné. La chasse a commencé. La meute se déplace comme une marée grise à travers le paysage blanc, un escadron de chasseurs prêts à tuer. Ils traversent la toundra ouverte, où le vent glacial brûle et efface leurs traces presque instantanément, un lieu d'exposition totale. Ils pénètrent ensuite dans les denses forêts de sapins, se déplaçant entre les arbres avec une fluidité troublante, utilisant chaque ombre comme un voile. Pour localiser leur proie, leur sens finement aiguisé fonctionne comme un radar, capable de détecter une victime potentielle jusqu'à des kilomètres de distance. Tels des chiens de chasse, chaque chien met son odorat sensible à l'épreuve, essayant de détecter la moindre trace. Leurs oreilles, en rotation constante, triangulent le craquement d'une branche sous un sabot lointain ou le reniflement lointain d'un herbivore brouteur, inconscient du danger qui approche. Pendant des heures, la meute patrouille son vaste territoire, un empire de centaines de kilomètres carrés qu'elle défend avec une férocité inébranlable. Étant donné leur énorme appétit, ils ne recherchent pas n'importe quelle proie, se contentant uniquement d'une proie suffisamment robuste pour que la récompense vaille le risque. Après une recherche marathon, ils la retrouvent enfin. C'est un élan délicieux,
un colosse de plus de 500 kilos, une forteresse de muscles et d'os couronnés de bois redoutables. Pendant que l'ongulé se nourrit des pousses de saule qui dépassent de la neige, le troupeau ne se précipite pas et planifie patiemment son attaque. Les loups se dispersent, dans un mouvement presque chorégraphié, entourant le géant dans un large cercle invisible, utilisant le terrain et la végétation pour masquer leur avancée, le tout sans être vu, grâce à leur prodigieux camouflage. Une fois chaque canidé en place, l'alpha donne le signal et le test commence. Quelques loups, généralement les plus jeunes et les plus rapides, se montrent, surgissant des arbres, non pas pour attaquer de front, mais pour harceler, pour provoquer une réaction. Cette attaque simulée vise à forcer l'élan à se déplacer, à évaluer sa force, son tempérament et à rechercher tout signe révélateur de faiblesse. Une légère boiterie, une respiration difficile ou un signe de maladie ou de vieillesse sont des raisons plus que suffisantes pour qu'il soit le malheureux élu. L'élan, sentant l'encerclement, se dresse imposant, ses longues pattes prêtes à lancer des coups de pied capables de fracturer le crâne d'un loup. Les canidés dansent autour d'eux, une chorégraphie mortelle de feintes et de retraite, conçue pour épuiser la patience et l'énergie de leur redoutable proie. Voyant ce qui semble être une voie d'évasion possible, l'élan n'hésite pas et choisit de fuir. Mais tout a été froidement calculé par la meute, et c'est maintenant que la véritable chasse est déclenchée. Ce n'est pas un sprint explosif, mais plutôt un test d'endurance brutale. Le cerf galope dans la neige profonde, son poids énorme devenant un désavantage sur un terrain qui exige légèreté et agilité. Les loups le suivent, non pas en ligne désordonnée, mais en formation stratégique et fluide. Les chefs de meute se relèvent pour montrer la voie, imposant un rythme implacable et harcelant les flancs des wapitis, tandis que les autres conservent leur énergie en courant dans le sillage compact de leurs compagnons. Chaque tentative du cerf de changer de direction est anticipée et bloquée par un flanc du troupeau, qui le guide inexorablement vers un terrain plus défavorable, loin de la protection des forêts denses. La poursuite s'étend sur des kilomètres. Un marathon brutal sous le ciel pâle de l'Alaska, une bataille de volonté entre la puissance de l'ongulé terrifié et la résilience de la meute dans sa lutte contre la faim. Après des minutes épuisantes et même des heures de harcèlement incessant, le cerf commence à céder, chaque étape devenant plus difficile que la précédente. La meute, cependant, semble infatigable. Les chiens, alimentés par la faim, avançant rapidement. Épuisés, l'élan cherche une dernière défense, s'arrête dans une clairière, le dos couvert par un sous-bois dense, et se retourne pour faire face à ses poursuivants. Leurs sabots avant heurtent le sol, un avertissement mortel, mais le troupeau a attendu ce moment, et la fatigue a fait son œuvre. Rempli d'adrénaline, mais aussi de peur, le cerf refuse de se rendre à la mort. Après quelques minutes seulement, toute la meute se rassemble et, entourant le mammifère, ils terminent la chasse. Le chef de meute ne se jette pas sur la gorge, mais sur le museau, avec une morsure puissante et douloureuse. Simultanément, d'autres attaquent la gorge et les flancs. Le combat est bref, mais extrêmement violent, et après seulement quelques secondes d'altercation, le silence revient dans la forêt, rompu seulement par le bruit de la meute réclamant sa récompense. Alors que la domination de la meute prévaut dans les vallées boisées, à des hauteurs vertigineuses, où l'air est rare et le terrain défie la vie, un autre royaume s'élève à nos yeux. C'est un monde vertical, un empire de roches et de vent où la survie ne dépend pas de la férocité d'une meute, mais de l'équilibre sur l'abîme. À ces altitudes, le moindre faux pas signifie une mort inévitable. Là où les loups n'osent pas suivre, vit un souverain de roches et de neige, le mouton de Dale, le gardien des sommets du Denali.
Pesant jusqu'à 115 kg chez les mâles et mesurant près de 2 mètres de long, ce mouton est une créature robuste et musclée, sculptée par le créateur lui-même pour la vie en haute altitude. Sa fourrure blanche, pure et épaisse, brille sous le soleil de l'Alaska, une torche vivante contre les rochers gris de l'été. Cette couverture l'isole non seulement du froid pénétrant des sommets, mais lorsque l'hiver recouvre la montagne de son voile, elle devient le camouflage parfait, un déguisement qui le fait ne faire qu'un avec la neige. Les mâles portent une couronne imposante, déclaration de puissance et d'âge, sous la forme de cornes massives de couleur ambre foncé qui poussent en spirale majestueuse tout au long de leur vie. Ces armes courbes, qui peuvent peser plus de 10 kilos, ne sont pas seulement un ornement. Elles témoignent des batailles menées, des hivers survécus et d'un statut durement gagné. La vie de cet habitant sauvage des montagnes est une lutte constante contre les falaises abruptes et les rochers. Dans ce cas, leurs sabots constituent leur principal moyen d'adaptation au terrain vertical. Ils ont un bord extérieur dur et tranchant qui s'enfonce dans les plus petites fissures de la roche, tandis que le coussinet intérieur concave et caoutchouté agit comme une ventouse, offrant une adhérence sûre sur les surfaces lisses et inclinées. Ce mouton se déplace sur des corniches de quelques centimètres de large, où un faux pas signifie une chute mortelle de plusieurs centaines de mètres dans le vide. Cette domination verticale est sa plus grande défense, sa forteresse imprenable. Depuis leur perchoir rocheux, les béliers surveillent les vallées, toujours vigilants, leurs yeux perçants scrutant le paysage à la recherche du moindre signe de danger. Lorsque l'ombre d'un aigle royal tombe sur les pentes, ou que l'écho du hurlement d'un loup s'élève de la forêt, les moutons ne fuient pas à travers la plaine, mais voient leur lieu sûr en hauteur. Escaladant des murs presque verticaux avec une agilité qui défie la logique, ces mammifères effectuent des sauts précis entre des affleurements rocheux, atteignant des falaises isolées où aucun prédateur terrestre n'est capable de les suivre. Une autre mesure d'adaptation de ces caucus est leur régime alimentaire austère, n'étant absolument pas difficile lorsqu'il s'agit de satisfaire leur appétit peu exigeant. Durant le court et frénétique été alpin, lorsque le Denali montre son côté le plus généreux, ils se nourrissent avidement des herbes, des carex et des fleurs qui poussent désespérément parmi les rochers, accumulant des réserves de graisse pour les jours plus maigres. En hiver, saison d'abondance depuis longtemps révolue, leur survie dépend de leur capacité à trouver des lichens et des mousses gelées sur les pentes balayées par le vent, grattant la neige avec leurs sabots pour découvrir la plus humble nourriture. Bien que vivre à haute altitude et affronter l'hiver rigoureux pose d'innombrables défis à la vie de ces ongulés, ils ne constituent pas la plus grande menace à laquelle un mouflon de dalle est confronté. Soudain, alors que l'air se rafraîchit, les béliers, qui ont passé des mois à brouter en groupe de célibataires paisibles, se remplissent de testostérone et s'enivrent de phéromones suite à l'appel de la reproduction. Avec un peu plus d'1 mètre de haut et un poids pouvant atteindre 30 kg, le castor américain est le plus gros rongeur d'Amérique du Nord. Le castor est enveloppé d'un pelage dense et imperméable, d'une double couche de poils longs et d'un sous-poil isolant si efficace qu'il le protège des eaux glacées du Denali, gardant sa peau complètement sèche. Son corps robuste et fusiforme est parfaitement adapté à une vie semi-aquatique. Ce grand mammifère possède 2 longues incisives antérieures courbées, teintes d'un orange profond par le fer qui les renforce contre l'usure. Ses dents, qui ne cessent de pousser tout au long de sa vie,
sont les outils avec lesquels il redessine son monde, capable d'abattre des arbres de taille considérable en quelques minutes seulement. Sa queue large, plate et écailleuse est un outil multifonctionnel. Dans l'eau, la queue du rongeur fonctionne comme un gouvernail précis pour nager, tandis que sur Terre, elle agit comme un point d'appui, un contrepoids qui lui donne de la stabilité pendant qu'il ronge un tronc d'arbre. Cet outil très polyvalent sert même lorsqu'il est assiégé par un prédateur sanguinaire, non pas à attaquer, mais à frapper la surface de l'eau, donnant un signal d'alarme, alertant toute sa famille d'une menace imminente. Au milieu d'un paradis naturel comme Denali, où des centaines d'espèces sauvages s'adaptent à leur environnement, le castor préfère le modeler à sa guise. Poussé par son instinct sauvage, le rongeur ressent le besoin de contrôler le flux d'eau qui l'entoure, pour lequel il devient ingénieur. Le bruit d'un courant impétueux est un défi que vous ne pouvez pas ignorer, et en entendant le débit d'un affluent, vous vous mettez immédiatement au travail, ou plutôt, vos dents au travail. Leur routine de travail intense commence au crépuscule, lorsque la plupart des prédateurs sont actifs. Cependant, le castor est dans son élément. Cet entrepreneur du monde sauvage choisit un peuplier ou peut-être un saule près du rivage, non seulement matériau de construction, mais aussi sa nourriture préférée, et il se dresse sur ses robustes pattes arrière, utilisant sa queue comme support, et, sans perdre de temps, commence le travail méthodique de rongement. Le bruit de leurs dents contre le bois est un rythme constant et déterminé dans la nuit, une tâche qui peut durer des heures, où les arbres les plus robustes testent l'infinie patience du mammifère. Copeau par copeau, le castor creuse une rainure profonde et conique autour du tronc, le tout avec une précision étonnante. Après un travail ardu, inévitablement, un craquement brise le silence de la forêt et l'arbre cède, s'effondrant fréquemment dans l'eau. L'arbre cédant à la férocité de ses incisives, le castor se jette sur le tronc, le coupant en sections gérables, puis laisse le courant faire le travail, entraînant le bois jusqu'à un endroit choisi dans le ruisseau, souvent un endroit où le courant est le plus étroit. Les matériaux nécessaires aux travaux étant désormais disponibles, la construction du barrage commence. Le rongeur tisse les plus grosses branches dans le lit de la rivière, les ancrant avec des pierres et de la boue qu'il transporte avec ses pattes avant. Petit à petit, la structure prend forme. Un mur de bois et de terre qui s'élève à contre-courant, défiant de front la force du fleuve. Le travail est incessant, nuit après nuit. Le castor et sa famille transportent des centaines de branches, remplissant chaque trou de végétation, de roches et de boue, façonnant une structure qui semble de plus en plus solide. Le ruisseau, autrefois libre et bruyant, devient désormais lent et silencieux. L'eau monte, inondant les berges, transformant un simple ruisseau en un étang profond et serein, un nouvel écosystème créé par la volonté de ces rongeurs industrieux. Son nouveau domaine aquatique établi, le castor commence la construction de son bastion, le terrier. Au centre de l'étang, à l'abri du rivage, la famille empile des bûches, des branches et de la boue dans un dôme impénétrable. La structure paraît rustique de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle abrite un complexe confortable digne de ses prodigieux constructeurs. Les entrées des terriers sont toujours submergées, cachées à plusieurs centimètres sous l'eau, une barrière insurmontable pour les lynx, les loups et les ours, qui ne peuvent que souhaiter dévorer ces survivants rusés. À l'intérieur, au-dessus du niveau de l'eau, se trouve la chambre principale, un espace sec et sombre, isolé du froid extérieur par d'épais murs de boue et de bois, où la famille se reposera à l'abri de toute menace. Mais sa maîtrise de la rivière et la construction du terrier ne sont que la moitié de la préparation à l'épreuve ultime. L'hiver du Denali est un ennemi implacable, et le castor le sait. Avant que le premier gel ne scelle la surface de l'étang, il doit assurer sa subsistance pour les longs et sombres mois de confinement.
Ici, comme des planificateurs qualifiés, ils commencent à construire leur garde-manger. Le castor coupe des centaines de branches fraîches de saule et de peuplier, les traîne jusqu'à l'entrée de son terrier et les ancre sous l'eau. Petit à petit, un immense tas de nourriture immergée prend forme, une réserve vitale qui sera accessible sous l'épaisse couche de glace qui recouvrira bientôt leur monde. Lorsque l'hiver arrive enfin et gèle l'étang avec une couche de glace d'1 mètre d'épaisseur, la famille de castors est en sécurité dans sa forteresse. Alors que les températures chutent à la surface et que les blizzards balayent le territoire, sous la glace, leur monde aquatique continue. Depuis la sécurité de leur terrier, ils glissent à travers des tunnels sous-marins et nagent dans l'eau glacée mais calme jusqu'à leur repère robuste. Là, le rongeur prend une branche et la ramène dans la chambre pour se nourrir, à l'abri de la faim et des prédateurs qui patrouillent le monde gelé au-dessus. Lorsque des journées aux températures agréables s'installent à nouveau dans l'écosystème de Denali, les fruits du travail infatigable de ce rongeur deviennent évidents. L'étang qu'il a créé devient une oasis de vie dans la vallée. Les saules qui poussent sur les nouvelles berges humides attirent les orignaux. L'eau calme et riche en nutriments devient le foyer de poissons et d'amphibiens. Et les oiseaux aquatiques, comme le cygne trompette, trouvent dans cette nouvelle zone humide un refuge pour nicher et élever leurs poussins. Mais cette explosion de vie, ce nouveau banquet de ressources, ne passe pas inaperçu. Une ombre massive, attirée par l'odeur de la nouvelle végétation et la promesse de poissons, se déplace entre les arbres au bord de la zone humide. L'ombre appartient à l'un des grands solitaires de Denali. C'est l'ours noir, une bête robuste, et l'un de ces dirigeants voraces de la chaîne alimentaire de ce paradis sauvage oublié. Pesant plus de 150 kg chez les mâles et mesurant près de 2 mètres de long du museau à la queue, cet ours est un géant des forêts boréales, une créature qui possède des prouesses inégalées en matière de puissance et d'adaptabilité. Son corps est recouvert d'une fourrure d'un ébène profond et brillant, bien qu'il puisse parfois afficher des nuances de cannelle ou de brun, un flou vivant d'obscurité qui se déplace à travers le paysage verdoyant. Contrairement à son parent plus grand et plus redouté, le grizzly, son profil facial est droit et son museau est plus pointu. L'ours noir n'a pas de bosse musclée sur ses épaules et ses oreilles sont plus hautes et plus pointues, ce qui lui donne une silhouette distinctive. Les griffes de ses pattes avant, longues d'environ 5 cm, sont courtes, épaisses et sensiblement courbées. Ces outils ne sont pas conçus pour creuser en profondeur dans la toundra ouverte, mais ils sont redoutables et précis, parfaitement adaptés pour déchirer les troncs pourris et surtout pour s'accrocher à l'écorce des arbres avec une ténacité inébranlable. Ce mammifère possède un odorat extraordinairement développé, son principal outil pour scruter son environnement et bien sûr pour trouver la nourriture convoitée. Son nez en mouvement constant est capable de déchiffrer une carte d'odeurs invisibles dans l'air, de détecter une carcasse à des kilomètres de distance, une parcelle de baie cachée dans les sous-bois ou l'odeur subtile de larves sous du bois en décomposition. L'ours noir est un opportuniste par nature, un maître de la survie dont la vie est régie par un appétit presque insatiable et une connaissance approfondie des saisons du Denali. Ce géant n'est pas un chasseur spécialisé comme le loup, ni un ingénieur comme le castor. Il s'agit plutôt d'un cueilleur omnivore, animé par un besoin perpétuel d'accumuler les réserves de graisse nécessaires pour survivre au long et brutal sommeil de l'hiver. Dans sa quête épuisante de nourriture, cette bête noire se déplace d'une démarche lourde mais étonnamment silencieuse, traversant son territoire sans révéler sa présence, chaque pas étant délibéré. L'ours arrive au nouvel étang créé par le castor, un lieu désormais grouillant de vie. Il pénètre dans les eaux peu profondes, un géant noir perturbant la surface sereine. Là, il reste immobile, le regard fixé sur l'eau, attendant le mouvement subtil d'un poisson. D'un coup sec et soudain de sa pince, il fixe un saumon au lit du ruisseau, assurant ainsi une prise riche en graisse avec une dépense énergétique minimale. Après avoir dévoré le succulent poisson, son nez le guide vers un champ de myrtilles, un trésor bleu sur le sol de la forêt.
Avec une délicatesse qui dément sa taille immense, l'ours utilise ses lèvres flexibles pour cueillir les baies des branches une par une, en ingérant des centaines en quelques minutes, sans pratiquement aucun dommage à la plante. Leur recherche est constante et variée, ne laissant pas un seul millimètre de la forêt non examinée. Avec ses puissantes griffes, l'ours retourne une bûche pourrie qui gît sur le sol depuis des décennies, révélant une colonie animée de fourmis et de leurs larves. Sa langue longue et agile s'occupe du reste, absorbant la source de protéines nutritives avec une efficacité étonnante. Mais l'opportunisme de l'ours noir se définit autant par ce qu'il recherche que par ce qu'il évite. Alors qu'il patrouille au bord d'un ruisseau, une odeur différente l'arrête net. C'est un parfum plus dense, plus lourd, imprégné d'un pouvoir qu'il connaît instinctivement. Un grizzly, véritable monarque de ces terres, revendiquant le même territoire. L'ours noir n'hésite pas un instant et, conscient qu'une confrontation directe signifierait une anéantissement certain, sans réfléchir, dans une explosion de vitesse qui dément sa taille, l'ours court vers l'arbre le plus proche, un sapin géant. Ses griffes recourbées s'enfoncent dans l'écorce et en quelques secondes, il escalade le tronc avec une agilité incroyable, atteignant une hauteur où le grizzly, avec ses griffes plus droites et son poids massif, ne peut pas suivre. Depuis la sécurité des branches, l'ours noir regarde le titan grizzly passer en contrebas, un rappel silencieux et puissant de sa place dans la hiérarchie du pouvoir de Denali. Fuir n'est pas de la lâcheté. C'est une stratégie de survie essentielle, une adaptation comportementale aussi importante que les griffes ou la fourrure. Le danger passé, l'ours descend et reprend sa mission avec une urgence renouvelée. Chaque calorie compte. L'arrivée de l'automne intensifie leur faim, un état d'alimentation frénétique connu sous le nom d'hyperphagie. Sachant que le temps presse, il doit consommer chaque jour des milliers de calories pour construire l'épaisse couche de graisse qui le soutiendra pendant les 8 mois de léthargie hivernale. Lorsque les premières neiges annoncent la fin du festin, l'ours cherche son refuge, sa tanière confortable. Ici, une grotte douillette, une crevasse profonde dans les rochers ou, plus souvent, une cavité creusée sous les racines d'un arbre tombé, constituent une maison d'hiver plus que parfaite. Une fois l'emplacement choisi, le mammifère traîne des feuilles sèches, de la mousse et de l'herbe à l'intérieur, créant ainsi un lit épais et isolant qui le protège du froid et, en même temps, rend son abri plus confortable. Finalement, alors que la neige commence à recouvrir le paysage, l'ours noir s'enfonce plus profondément dans sa tanière. Le mammifère s'y recroqueville, réduisant son activité métabolique à un quasi-arrêt. Avec son cœur qui bat seulement quelques fois par minute, cette bête noire attend patiemment que le soleil du printemps le rappelle vers le monde extérieur. Tandis que l'ours noir géant se réfugie sous terre, la royauté s'envole des hauteurs des cieux. Avec une envergure dépassant les 2 mètres, l'aigle royal apparaît à l'horizon avec sa présence imposante comme une ombre qui jette la terreur sur les flancs des collines. Couvert d'un magnifique plumage brun foncé et profond, cet oiseau de proie plane très haut, ce qui le rend presque impossible à passer inaperçu. La nuque et la couronne de l'oiseau sont baignées de la teinte dorée qui lui donne son nom, un éclair d'or contre l'obscurité qui n'est visible que lorsque la lumière du soleil brille directement dessus. Son œil perçant et pénétrant est son arme principale. Grâce à lui, qu'il vole haut au-dessus du sol ou perché sur une falaise isolée, l'aigle peut scruter attentivement l'horizon à la recherche d'une proie. Le bec de ce chasseur ailé est un crochet en kératine pointu et puissant, conçu non seulement pour déchirer la chair, mais aussi pour sectionner les tendons et briser les petits os d'un seul mouvement. Pendant ce temps, ses pattes robustes et fortes se terminent par des griffes noires acérées, un ensemble d'armes mortelles capables d'exercer une pression écrasante. Le domaine de cet oiseau n'est pas un territoire de vallée ou de forêt, mais le ciel lui-même, une immensité tridimensionnelle qu'il navigue avec une maîtrise absolue. L'aigle royal utilise les courants d'air ascendants qui se forment sur les pentes des montagnes, appelés courants thermiques,
pour gagner de la hauteur sans même battre des ailes. Son contrôle de vol est absolu. Les plumes primaires situées à l'extrémité de ses ailes s'ajustent individuellement, effectuant des mouvements subtils qui lui permettent de rester stable dans des vents turbulents ou de tourner avec une précision extrême. Lors de la chasse, grâce à sa vision enviable, là où d'autres créatures ne voient qu'une pente rocheuse à des kilomètres, l'aigle distingue le motif de la fourrure d'une marmotte, le tressaillement d'un muscle dans la patte d'un lièvre ou la vulnérabilité d'un mouton dans un troupeau. Le chasseur ailé ignore le grand caribou et les robustes béliers adultes qui pestent en contrebas. Leur attention se porte sur les plus hautes corniches, le royaume des mouflons de dalle, où les femelles s'occupent des petits nés au printemps. L'aigle ne cherche qu'une chose, une brèche dans la défense, une erreur momentanée. Et il le trouve. Un agneau, né il y a quelques semaines à peine, s'éloigne de sa mère à quelques pas, sa tendre curiosité le conduisant vers un rebord plus exposé. Pendant plusieurs minutes, l'aigle observe non seulement l'agneau, mais aussi sa mère, la terre et le vent. Chaque détail est méticuleusement soigné dans cette chasse, où même une erreur d'1 millimètre pourrait signifier la perte de la proie. Le carnivore du ciel attend que la femelle soit distraite, que le vent souffle dans la bonne direction et que le soleil soit dans son dos pour aveugler sa proie. Après une longue attente, le moment arrive et l'oiseau de proie replie ses ailes, changeant sa silhouette de planeur à celle d'un projectile vivant. D'une seconde à l'autre, il plonge dans les airs à une vitesse vertigineuse qui peut dépasser les 200 km/h. Le vent siffle et rugit à travers ses plumes tandis qu'il fend l'air, son regard fixé sur la cible avec une concentration absolue. L'agneau, inconscient qu'il est dans ses dernières secondes de vie, continue d'explorer le bord du précipice. En un clin d'œil, l'ombre de l'aigle le recouvre juste un instant avant l'impact, ne lui laissant pas le temps de bêler ou de fuir. Le coup est d'une violence rapide et silencieuse, les serres de l'oiseau de proie s'enfonçant dans le petit corps avec une force écrasante, pénétrant profondément et brisant souvent la colonne vertébrale sur place, offrant l'une des scènes les plus sauvages de l'écosystème de Denali. Sa proie étant sécurisée et réduite au silence, l'aigle bat ses puissantes ailes, luttant contre la gravité pour soulever sa charge, un poids qui peut être presque égal au sien. Après une brève lutte, il monte avec effort, en battant des ailes, s'éloignant du chaos du troupeau, qui bêle et court maintenant dans la confusion, remarquant l'absence de l'agneau. Avec une proie savoureuse dans ses serres, le chasseur se dirige vers sa demeure isolée sur la paroi d'une falaise inaccessible, à des centaines de mètres au-dessus de la vallée, où se trouve son nid. Ici, loin de toute menace terrestre, sa compagne et ses poussins attendent avec anxiété. Heureusement, la chasse a été fructueuse et, avec son bec pointu, le prédateur déchire la proie et offre de petits morceaux de viande aux aiglons. Une fois sa faim et celle de sa progéniture satisfaites, l'oiseau de proie retourne à son perchoir au bord du nid, d'où il regarde vers l'horizon, faisant comprendre que, tant qu'il régnera sur les cieux, aucune créature sur les pentes ne sera en sécurité. Justement de l'autre côté de la montagne, l'une des espèces sauvages qui, face à la présence de l'aigle royal dans les hauteurs, s'empresse de chercher refuge, se trouvent les minuscules marmottes des Rocheuses. Pesant jusqu'à 14 kg à l'automne et mesurant jusqu'à 80 cm de longueur, il est, avec le castor, l'un des plus gros rongeurs d'Amérique du Nord. Malgré leur apparence inoffensive, voire mignonne, ces marmottes démontrent clairement qu'il n'est pas nécessaire d'être un oiseau de proie féroce ou un énorme ours pesant des centaines de livres pour survivre au Denali hostile. Le pelage épais et grossier de la marmotte lui donne son nom, avec un pelage gris argenté sur ses épaules et son dos qui brille au soleil, tandis que son ventre et ses pattes sont d'un brun rougeâtre. Leurs pattes sont courtes et musclées, armées de griffes épaisses et courbées, non pas conçues pour le combat, mais pour un but plus vital: creuser le sol dur et pierreux de leurs domaines alpins.
Contrairement aux prédateurs solitaires qui tractent le Denali, la survie de la marmotte dépend de l'unité, de la force de la colonie. Ces rongeurs vivent en groupes familiaux très soudés, souvent composés d'un mâle adulte dominant, de plusieurs femelles et de leur progéniture d'âge divers, qui restent dans le groupe pendant plusieurs années avant de se disperser. Comme les castors, ces survivants habiles ne se contentent pas d'une maison modeste et utilisent leurs griffes efficaces pour façonner une forteresse souterraine complexe, tout un réseau de terriers. Le système de tunnels peut s'étendre sur des dizaines de mètres sous les champs de rochers, reliant plusieurs entrées et sorties avec des chambres à coucher et une chambre centrale plus profonde et plus isolée. Cette ville souterraine est leur refuge contre les prédateurs, la chaleur de midi et bien sûr, le froid mortel de l'hiver. Durant les brefs et frénétiques mois d'été, la vie de la colonie est un cycle d'alimentation, d'interaction sociale et de vigilance. Les jeunes s'adonnent à des jeux de lutte, se roulent dans l'herbe et apprennent les compétences sociales et de combat dont ils auront besoin. Les adultes se saluent en se touchant le nez et les joues, réaffirmant ainsi les liens qui unissent la colonie. Mais la tâche principale, celle qui fait la différence entre la vie et la mort, incombe à la sentinelle. Une marmotte s'éloigne du groupe se nourrissant goulûment de fleurs alpines et grimpe jusqu'au rocher le plus haut, un promontoire qui offre une vue panoramique sur son domaine. Dans cette position privilégiée, le guetteur reste debout et immobile, ses yeux sombres scrutant inlassablement le ciel à la recherche de la silhouette d'un aigle, et les coteaux attentifs au moindre signe de la présence d'un renard furtif. Ce travail exhaustif n'est pas un acte de courage individuel, mais plutôt une responsabilité communautaire. Ce rôle est joué en rotation parmi les membres de la colonie afin que chacun ait son tour pour se nourrir en toute tranquillité. Avec son attention absolue et une posture tendue, soudain, la sentinelle se fige. Il a détecté un mouvement au loin, un renard roux avançant furtivement parmi les rochers, utilisant chaque rocher comme couverture. Le guetteur inspire profondément. Son corps se gonfle et un sifflement aigu, perçant et puissant émane de ses poumons, résonnant sur toute la colline. C'est l'alarme, le cri qui annonce le danger imminent et la localisation de la menace. La réaction de la colonie est instantanée, une explosion de mouvements coordonnés. Et soudain, le festin de fleurs et d'herbes s'arrête brusquement. Des dizaines de marmottes courent, terrorisées, se déplaçant avec une agilité inattendue parmi les rochers, se dirigeant vers l'entrée du terrier la plus proche. En quelques secondes, le paysage autrefois vibrant devient complètement désert et silencieux, avec le renard affamé regardant sa proie, en un clin d'œil disparaître. La colonie, du moins pour l'instant, est en sécurité, protégée une fois de plus par son système d'alarme sophistiqué. Mais les prédateurs ne sont qu'une des menaces. Le véritable ennemi du Denali est le temps, l'avancée inexorable du calendrier vers l'hiver. Comme l'ours noir colossal pour les marmottes, l'été est une course désespérée pour accumuler de la graisse, le seul carburant qui leur permettra de survivre au long sommeil. Pour éviter de mourir de faim pendant le froid glacial, ces rongeurs se livrent à des festins voraces, consommant d'énormes quantités de végétation alpine, des roseaux nutritifs aux fleurs les plus délicates. Chaque gramme de graisse représente une heure de vie supplémentaire pendant la longue léthargie qui nous attend. Alors que l'automne colore la toundra de couleur cuivrée et que les premières neiges saupoudrent les sommets, la colonie se prépare à disparaître du monde. Ils se retirent dans la chambre la plus profonde et la plus sûre de leur terrier, et à l'intérieur, dans l'obscurité totale et le silence absolu, ils se blottissent les uns contre les autres en un groupe serré, partageant le peu de chaleur que leur corps génère. Alors que la colonie de marmottes dort son long sommeil sous une couverture de neige et de roches, la vie à la surface continue sans relâche. Dans les forêts de la taïga, désormais silencieuses par la neige, un chasseur non hibernant commence sa patrouille, se déplaçant avec une furtivité absolue parmi les arbres. Ce spectre est le fantôme de la taïga.
un félin qui incarne la figure de la mort elle-même pour de nombreuses espèces sauvages, le lynx du Canada. Pesant rarement plus de 14 kg et mesurant près d'1 mètre de long, ce félin est un chasseur habile adapté à la vie sous zéro du Denali. Son corps est recouvert d'une fourrure exceptionnellement longue et dense, de couleur gris argenté et ocre, parsemée de taches sombres à peine visibles, un pelage qui se fond parfaitement dans les ombres et la neige de la forêt boréale. De longues touffes de fourrure noire jaillissent du bout de ses oreilles triangulaires, agissant comme de fines antennes, lui permettant de capter les sons les plus subtils de la forêt, comme le bruissement d'un lièvre contre une branche enfouie sous la neige. Un collier de fourrure plus long encadre son visage, lui donnant une apparence large et imposante, tandis que sa queue est courte, avec une pointe entièrement noire. Mais sa caractéristique la plus marquante, de loin, est ses pattes disproportionnées, larges et recouvertes d'une fourrure épaisse et raide. Lorsque le félin marche, ses orteils s'écartent, transformant chaque patte en une raquette naturelle, lui permettant de flotter presque sur la neige profonde, avec une légèreté étonnante, sur un terrain où d'autres prédateurs comme les renards ou les coyotes seraient enfouis. Si le lynx est plus que capable de soumettre d'innombrables espèces sauvages à la dictature de sa position privilégiée dans la chaîne alimentaire, son existence, sa prospérité et son déclin inévitable sont inextricablement liés à ceux d'une seule proie, le lièvre d'Amérique. À la poursuite de ce qui est, pour lui, un repas exquis, ce carnivore sanguinaire, comptant sur la furtivité et l'embuscade et évitant complètement de s'engager dans une course-poursuite marathon, choisit un endroit d'attente, une branche basse surplombant une piste de lièvre ou une bûche tombée, et reste immobile pendant des heures si nécessaire. Le chasseur d'ombre utilise la couverture dense des sapins et des saules pour dissimuler son avancée, chaque mouvement étant lent, délibéré et calculé. Leurs énormes pattes ne font aucun bruit lorsqu'elles atterrissent sur la neige croustillante. Le félin devient une statue de fourrure et d'anticipation. Son corps parfaitement immobile, seuls ses yeux et ses touffes d'oreilles bougent, lisant son environnement. Leurs yeux énormes sont parfaitement adaptés à l'obscurité de la forêt hivernale, voyant clairement même dans l'obscurité totale. Après plusieurs minutes et même des heures passées à attendre patiemment, le lièvre apparaît enfin. Conscient de sa position compromettante dans la chaîne alimentaire, ce lagomorphe se déplace avec prudence, s'arrêtant pour ronger l'écorce d'un buisson, mais inconscient de la présence immobile qu'il observe. Le lynx ne se précipite pas et attend le moment précis où le lièvre est le plus vulnérable, complètement déconnecté de son environnement. Dès qu'il voit son opportunité, le félin n'hésite pas, et d'un seul bond redoutable, le lynx parcourt la distance qui les sépare, se propulsant avec ses pattes musclées et s'abat sur lui comme une avalanche silencieuse, enfonçant d'un seul mouvement les lames acérées qu'il porte comme des griffes. La mort est presque instantanée. Et, si le coup initial n'était pas suffisant, une morsure précise directement au cou consomme les intentions cruelles du chasseur, lui donnant une proie substantielle pouvant aller jusqu'à 5 kilos de viande juteuse. Alors qu'en temps d'abondance, cette chasse représentait le pain quotidien, en ces temps de disette, une prise peut faire la différence entre triompher ou succomber à une mort étouffante. Alors que ce chasseur solitaire poursuit sa patrouille silencieuse à travers le désert gelé à la recherche de nouvelles proies dans les lacs et les étangs que le soleil printanier libère de leur prison glacée, un son profond et résonnant annonce le retour de la vie. Ce n'est pas le hurlement du chasseur, mais un appel clair et sonore, une fanfare célébrant la fin du long siège de l'hiver, c'est la voix du cygne trompette. Avec une envergure pouvant atteindre 3 mètres et un poids de plus de 11 kg, c'est le plus grand oiseau aquatique d'Amérique du Nord, un véritable géant des zones humides. Son corps est une sculpture d'un blanc immaculé, un contraste pur et éblouissant avec le bleu profond des eaux fraîchement dégelées du Denali. Un cou extraordinairement long et gracieux qui peut mesurer plus d'1 mètre à lui seul est associé à un corps robuste et puissant. La tête de l'oiseau est ornée d'un bec noir massif qui s'étend sans interruption jusqu'à ses yeux sombres, lui donnant une apparence noble. Ces oiseaux sont l'incarnation de l'été éphémère et précieux de l'Alaska. Ils arrivent avec le premier dégel, après un voyage migratoire ardu de milliers de kilomètres, et doivent compléter tout le cycle de la vie avant que la glace ne revienne reconquérir la terre. Alors que d'autres espèces comme le mouflon de dalle préfèrent vivre une vie de promiscuité, copulant avec d'innombrables femelles, les cygnes trompettes sont monogames, croyant en l'amour éternel et formant des liens à vie, une loyauté inébranlable qui est fondamentale pour leur survie dans un environnement aussi exigeant.
Un couple, ensemble depuis plusieurs saisons, revient sur le même territoire qu'il occupait l'année précédente. Un étang peu profond et riche en végétation aquatique. Ils se salutent avec un rituel de grâce et de puissance qui réaffirme leur lien, et ils nagent l'un devant l'autre, leurs ailes légèrement levées, commençant une danse synchronisée. Leurs longs coups se cambrent et se redressent, tandis que leurs têtes s'inclinent et se lèvent à l'unisson, émettant leur appel résonnant dans un duo parfait qui résonne dans toute la vallée. Les jours propices à la parentalité étant extrêmement éphémères, le temps est votre plus grand adversaire. Sans tarder, le couple entame la construction monumentale de leur nid. Ils choisissent un endroit stratégique et sûr, souvent au-dessus d'un ancien terrier de castor ou sur un petit îlot de végétation, un site qui offre une protection contre les prédateurs terrestres qui patrouillent sur les rives. Pendant des jours, ils travaillent tous deux sans relâche, arrachant des roseaux, des mousses et des herbes aquatiques du fond de l'étang et les empilant méthodiquement, couche après couche, à l'aide de leur bec et de leurs pieds. Lorsqu'elle prend enfin forme, elle devient une énorme plateforme flottante, un monticule de végétation pouvant dépasser 2 mètres de diamètre, avec une profonde dépression au centre. Une fois le nid terminé, la femelle pond ses gros œufs blanc crème, commençant ainsi une longue veillée d'incubation qui peut durer jusqu'à plus d'1 mois. Durant cette période, la femelle quitte rarement son perchoir, consacrant sa chaleur corporelle à ses futurs poussins, tandis que le mâle se transforme d'un compagnon gracieux en un gardien implacable, patrouillant sans cesse les eaux entourant le nid, affichant une agression territoriale féroce envers tout ce qui s'approche. Qu'il s'agisse d'un renard curieux sur le rivage, d'un aigle royal planant au-dessus de leur tête ou même d'un orignal assoiffé perturbant les eaux, ils devront faire face à la fureur incontrôlable de ce père capricieux. Après une période d'incubation délicate, les coquilles éclosent enfin et de minuscules poussins, recouverts d'un épais duvet gris, émergent dans le monde. Dès leur naissance, ces poussins doivent démontrer leur désir de vivre dans une course contre la montre, car ils doivent grandir, se renforcer et prendre leur envol avant que l'hiver ne scelle les eaux et ne rende la migration impossible. Bien sûr, dans cette tâche exigeante, ils seront toujours sous la protection de leurs parents, qui les guident hors du nid vers les zones d'alimentation. Grâce à leurs longs coups, les adultes extraient des plantes aquatiques et des tubercules nutritifs du fond de l'étang et les ramènent à la surface pour que les jeunes les mangent. La famille passe presque chaque heure des interminables journées d'été de l'Alaska à se nourrir. La croissance des poussins est étonnamment rapide, une nécessité dictée par la brièveté de la saison d'abondance. Mais bien sûr, le danger est toujours présent. Les parents doivent maintenir une vigilance constante. Un aigle royal peut attaquer depuis le ciel à tout moment, transformant son tendre petit en une proie succulente. Pour éviter cela, les cygnes trompettes se placent entre le danger et leurs poussins, utilisant leur corps comme bouclier et leurs cris d'alarme pour maintenir la famille unie et alerte. Alors que l'été atteint son apogée, les jours commencent à raccourcir, un rappel subtil mais inévitable que le temps presse. Le duvet gris des jeunes cygnes commence à être remplacé par les premières plumes blanches. Leurs ailes, autrefois petites et maladroites, sont maintenant grandes et solides, mais n'ont pas encore été testées dans les airs. Les parents les encouragent à exercer leurs mouvements en battant des ailes à la surface de l'eau et en courant dessus pour se préparer au défi du vol. Les premières gelées nocturnes arrivent, formant une fine couche de glace sur les bords de l'étang, signe avant-coureur de l'hiver qui approche. L'urgence est palpable et le départ ne peut être reporté. Après plusieurs tentatives maladroites, les jeunes cygnes parviennent enfin à prendre leur envol, suivant l'exemple de leurs parents. Avec les adultes en tête, la famille prend son envol, leur corps blanc se découpant sur le paysage automnal du Denali, laissant derrière eux l'étang qui était leur maison, un monde bientôt réduit au silence et reconquis par la glace. Ensemble, ils entament une longue et pénible migration vers le sud, un voyage qui mettra à l'épreuve la force qu'ils ont accumulée pendant le court et abondant été de l'Alaska. Mais tous les animaux sauvages du Denali n'ont pas la possibilité de s'exiler lorsque les tempêtes de neige envahissent leur habitat. Non loin de cet étang désormais vide, sur les pentes voisines, le plus grand prédateur de ces terres fait ses derniers préparatifs frénétiques avant que la neige ne recouvre tout. Pesant jusqu'à 300 kg et se tenant sur ses pattes arrière dans une position qui éclipse toute autre créature des bois, l'ours grizzly est le monarque incontesté de ce vaste royaume sauvage. Le pelage long et épais de cette bête varie en nuances allant du blond pâle au brun foncé. Les pointes des poils de son dos et de ses épaules sont souvent plus claires,
d'une teinte argentée ou grise, ce qui lui donne son aspect grisonnant caractéristique et le nom de grizzly. Son crâne est massif, une structure osseuse dense qui abrite une mâchoire avec la force nécessaire pour écraser la colonne vertébrale d'un élan. Sur ses épaules s'élève une bosse massive et proéminente. Ce n'est pas de la graisse, mais un muscle redoutable qui ancre ses puissantes pattes avant et lui donne une force de creusement inégalée dans cet écosystème. Ses griffes, mesurant jusqu'à 10 cm de long, sont longues, droites et de couleur claire, presque ivoire. Contrairement aux griffes courbées d'un ours noir, celles-ci ne sont pas faites pour grimper aux arbres, mais pour déchirer le sol, retourner les rochers et porter des coups dévastateurs. Alors que l'automne touche à sa fin, pour le grizzly, cela ne signifie qu'une seule chose, la faim. L'arrivée imminente de l'hiver oblige l'ours à consommer d'énormes quantités de calories, une course effrénée et infatigable pour accumuler l'épaisse couche de graisse qui sera sa seule subsistance pendant les longs et sombres mois d'hibernation dans sa tanière. Poussé par la faim, ce mammifère généreux utilise son odorat très développé pour localiser un champ de bleuets. Contrairement à d'autres mangeurs plus délicats, le grizzly dévore la plante entière, ingérant des baies, des feuilles et des tiges en grandes gorgées, maximisant ainsi l'apport dans les plus brefs délais, un acte qui démontre une efficacité brutale. Mais pour satisfaire son appétit sans fin, les baies ne suffisent pas. Le titan brun a donc besoin des riches racines cachées sous la toundra. L'ours s'arrête dans un pré et commence à creuser. À l'aide de ses griffes redoutables, l'ours gratte et déchire le sol, retournant d'énormes morceaux de terre et de végétation avec une facilité effrayante. En quelques minutes, il a labouré une bande de plusieurs mètres de large, déterrant les racines convoitées et les consommant goulûment, laissant derrière lui un paysage dévasté comme signature personnelle. Sa recherche inlassable de nourriture le conduit sur une colline rocheuse qui abrite les écureuils terrestres de l'Arctique. Le grizzly détecte l'entrée d'un terrier et n'hésite pas. Dans un accès de rage, le colosse démantèle la colline, creusant avec une vitesse et une force terrifiantes jusqu'à ce que le réseau de tunnels souterrains soit exposé, laissant ses habitants à la merci des intentions sanguinaires de cet omnivore. Mais même avec l'estomac plein, l'envie ne s'arrête pas. L'odeur de la mort voyage dans le vent. Un caribou, peut-être victime d'une chute ou d'une attaque abandonnée par une meute de loups, repose dans une clairière. C'est un prix inestimable avant le long hiver, une concentration massive de graisse et de protéines. Le grizzly s'approche de la carcasse, prêt à réclamer son festin. Mais il n'est pas seul. Un autre grizzly mâle, un rival redoutable de taille et de puissance similaire, est arrivé sur les lieux, attiré par la même promesse de subsistance. Comme le partage n'est pas une option, l'air devient immédiatement chargé d'une tension palpable. Il n'y a pas de place pour deux monarques au même banquet. Avant de déchaîner leur fureur dans un combat physique, les deux géants s'évaluent, marchant lentement en rond autour de la carcasse, d'une démarche raide et menaçante. Leurs têtes sont baissées et leurs lèvres sont retroussées pour révéler d'énormes crocs jaunâtres. Un grognement bas et guttural émane de sa poitrine, une vibration profonde qui semble faire trembler le sol. C'est l'avertissement final, mais aucun d'eux ne recule, sachant très bien que cette coquille peut faire la différence entre voir le soleil au printemps ou devenir une autre victime de l'hiver. Sans plus attendre, ces bêtes se lancent les unes sur les autres, dans un affrontement de près d'une demi-tonne de muscles et de fureur. Ils se dressent sur leurs pattes arrière en un instant, frappant avec des coups capables de déchirer la peau épaisse et les muscles. Leurs mâchoires ne cachent pas leurs intentions, s'ouvrant et se fermant encore et encore, cherchant à saisir le cou ou l'épaule de leur adversaire. Ce n'est pas un combat ritualisé. C'est une bataille brutale et sans règle pour le droit de survivre à l'hiver. Le son de leur rugissement et le choc de leur corps résonnent dans la vallée, un choc de titan qui fait taire toutes les autres créatures. Ils poussent, mordent et déchirent, chacun essayant de maîtriser l'autre par la force pure en utilisant leur immense poids pour déséquilibrer leur adversaire. L'un des ours parvient à s'agripper à l'épaule de son rival, le secouant avec une force qui pourrait lui briser le cou. L'autre répond par un coup au visage, laissant de profondes blessures saignantes. Le combat est un tourbillon de fourrure brune et de sang, une démonstration du pouvoir le plus primitif de Denali. Finalement, après des minutes d'efforts épuisants et brutaux, l'un des ours, plus blessé et épuisé, cède. L'ours rompt le contact et se retire, admettant sa défaite avec un dernier grognement de soumission. Le vainqueur, le souffle court et la fourrure tachetée, ne poursuit pas.
Il se tient simplement debout au-dessus de la carcasse, rugissant une dernière fois pour réaffirmer sa domination. L'homme vaincu s'en va, blessé, pour chercher de la nourriture ailleurs ou affronter un hiver incertain. Sans rien à attendre, affamé, le vainqueur réclame son prix, se nourrissant pendant des heures de charogne, consommant graisse et viande comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'estomac plein et les premières chutes de neige sérieuses qui commencent à tomber, recouvrant le paysage d'une couverture blanche et silencieuse, le grizzly ressent une vocation différente. L'heure de manger est terminée, il est temps de tomber dans un sommeil profond. Le géant brun se dirige vers les pentes plus hautes et plus raides, où le vent va constituer une épaisse couche de neige isolante. Là, sur une pente exposée au nord, se trouve l'entrée de sa tanière, une grotte qu'il a creusée des semaines plus tôt. Le monarque entre dans les ténèbres, dans le ventre de la montagne. Le roi de Denali se rend à la seule puissance plus grande que lui, l'hiver. Seul le temps nous dira si toute sa préparation aura été suffisante pour voir le soleil du printemps, ou si, au contraire, il se réveillera tôt au milieu du rude hiver, ce qui pourrait signifier une condamnation à mort. Bien qu'il soit un prédateur tout-puissant, la vie du grizzly n'est pas entièrement exempte de menaces qui pèsent sur ses pairs. En dehors des limites du parc national, cet énorme mammifère est la cible de chasseurs vicieux qui, soit pour obtenir des trophées de chasse, soit pour résoudre des conflits découlant de l'invasion de leur territoire, osent tuer cette majestueuse bête brune. L'histoire se répète pour les meutes indomptables de loups gris qui s'appuient sur de vastes étendues de terre pour traquer leur proie. Lors de leur chasse marathon, les canidés voient souvent leur route migratoire coupée et leur territoire réduit par la construction d'infrastructures telles que des clôtures et des routes. En dehors des frontières protégées du Denali, le hurlement de la meute est souvent réduit au silence à jamais, victime du conflit avec les établissements humains. Même pour les espèces migratrices comme le cygne trompette, les défis sont nombreux. Chaque été, cet oiseau majestueux rencontre de moins en moins de zones humides vierges sur son long chemin migratoire. Les eaux dont ils ont besoin pour nicher et élever leurs poussins à l'extérieur de ce sanctuaire sont souvent asséchées ou polluées, transformant leur voyage épique en une recherche désespérée d'un refuge en voie de disparition. Au-dessus de tout cela, une menace plus grande se profile, une menace qui perturbe le rythme même du Denali. Le changement climatique modifie de plus en plus la dynamique des saisons, raccourcit les hivers et fait fondre les glaciers à un rythme accéléré, désynchronisant ainsi le délicat ballet de la vie. Cela provoque une floraison prématurée des fleurs et des combats entre proies et prédateurs selon un calendrier de plus en plus imprévisible. Mais au milieu de l'incertitude, il y a de l'espoir. Le parc national de Denali est lui-même un bastion de la faune, un refuge pour les espèces sauvages. Ses plus de 24 000 km² sont une promesse, un sanctuaire protégé où la faune peut encore se gouverner selon ses propres règles. Ici, des équipes de recherche surveillent les populations d'ours et de loups, étudiant leurs déplacements pour assurer leur avenir. De plus, des réglementations strictes sont mises en place pour minimiser l'impact de la présence extérieure permettant à ce monde de rester indompté. À Denali, chaque mouflon d'Amérique qui escalade une falaise, chaque castor qui construit un barrage et chaque lynx qui survit à la famine témoignent de l'incroyable résilience de la nature. Avez-vous été émerveillé par les créatures sauvages et indomptables du parc national de Denali? Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un like et de nous dire dans les commentaires laquelle de ces espèces était votre préférée. Pour ne rien manquer de nos futures expéditions dans les coins les plus sauvages de la planète, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Et si vous pensez que ces histoires de survie méritent d'être racontées, partagez cette vidéo avec vos amis. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec plus d'histoires de félins furtifs, de meutes rusées, d'ours énormes et bien sûr, d'histoires de vie sauvage.